Un mois excitant nous attend. Le soleil devient plus chaud et fort, nous permettant de faire des choses auparavant impossibles. Il y a des semis, des plantations, du désherbage, de la cueillette, de la préparation de nouveaux terrains. Ce mois est idéal pour commencer à cultiver et entretenir de nombreux légumes. La bonne nouvelle en mars est qu'il y a plus de possibilités de semis en raison de l'augmentation de la lumière et de la chaleur. Vous pouvez toujours semer tout ce qui peut être semé en février si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous voulez en cultiver davantage, mais laissez un peu d'intervalle. Si vous voulez une succession, disons, de radis, attendez une bonne 3 semaines entre les semis précédents avant de semer à nouveau, car au printemps et tout au long du printemps, les semis ont tendance à rattraper leur retard. C'est pourquoi nous n'avons pas à nous inquiéter trop d'être un peu en retard. On me demande souvent s'il est trop tard pour faire cela. Au printemps, il n'est jamais trop tard. Ne vous inquiétez pas si vous avez manqué une semaine ou deux. Les semis de février, ainsi que les nouveaux excitants tels que poivrons, piments et aubergines, que vous pourriez déjà avoir fait. Ces plantes apprécient donc la chaleur. On sème les aubergines un peu plus tôt que les tomates, car leur croissance est assez lente et elles ont besoin de plus de temps pour se développer. Regardez notre dernière vidéo sur le sujet. Les tomates sont le point principal, et certains d'entre vous ont sûrement déjà planté vos tomates. Je ne l'ai pas fait. Je sème généralement les miennes vers le 10 mars, sans que ce soit une date fixe. En fait, je vais être absent comme par hasard le 10 mars. Donc, quand je dis 10, dans mon cas cette année, cela pourrait être le 13e. Donc, vous savez, de ce genre, je dirais que la 2e semaine de mars est un très bon moment pour semer des tomates de n'importe quel type. Si vous prévoyez de les cultiver en plein air, vous pourriez les semer un peu plus tard, même vers la fin de mars, début avril. Et aussi par semis sous abri en mars, vous avez du céleri rave qui pousse. Si vous ne les avez pas déjà semés, le céleri et le céleri rave sont de très petites graines. Alors semez-les simplement à la surface du compost. Ils ont en fait besoin de lumière pour germer. Humidifiez-le, placez une vitre dessus et gardez-les sur un rebord de fenêtre. En 7 à 10 jours, vous verrez une petite pointe verte. Vers la fin du mois, vous pouvez semer des melons. Je déconseille de les semer avant, car ils ont besoin d'une chaleur constante pour une croissance saine. C'est pareil pour les concombres. En fait, je recommande les concombres pour avril, mais les melons prennent un peu plus de temps, donc fin mars est bien. En plus du melon, vous pourriez semer de la pastèque et des loufas. Je cultive généralement un loufas par an. Les poireaux sont en fin de période. Certains les sèment en février, mais je trouve que ce n'est pas idéal. Ils ont tendance à monter un peu. Donc la dernière semaine de mars pour les premières variétés de poireaux est peut-être la principale semence quelque part en avril. Nous examinerons cela à la vidéo d'avril. Avec la hausse des températures et de l'ensoleillement, il est enfin temps de semer en extérieur. Et à partir de la mi-mars, lorsque la durée du jour devient vraiment appréciable. Donc, les carottes en particulier, j'aime les semer autour de l'équinoxe parce que le soleil se réchauffe si rapidement à ce moment-là. Et je mets toujours une toison sur ce premier semis parce qu'ils ont besoin de cette chaleur supplémentaire pour commencer. Vous pouvez aussi semer des pois et des fèves en extérieur et des pommes de terre précoces. Au Royaume-Uni, il y a 3 catégories de récoltes. Première précocité, deuxième précocité et récolte principale. Je plante la première précocité vers la fin de mars, la deuxième précocité, la 2e semaine d'avril, la récolte principale, la 3e semaine d'avril, à peu près. Et vous surveillez toujours la date du dernier gel. C'est pourquoi il vaut mieux attendre avant de planter des pommes de terre. Ils poussent vraiment vite une fois qu'ils sont dans un sol chaud. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes un peu en retard sur les pommes de terre non plus, mais le premier début est définitivement à la fin de mars. Puis nous nous dirigeons vers la plantation. Donc ces semis précoces que nous avons faits, particulièrement ceux de février à travers mars, ils sont prêts pour la transplantation. Nous allons donc aller voir cela maintenant et examiner les options pour la transplantation et les méthodes. Alors, que transplantons-nous en mars? Tout ce que nous avons semé en février et qui est prêt à être transplanté, tout est résistant au gel. Donc, ce sont des choses comme la laitue, les épinards, les pois pour les pousses, et pour les cosses, les fèves, les oignons de printemps, le chou précoce, le brocoli précoce, les choux-fleurs précoces, une longue liste de légumes fantastiques, la betterave qui peut aller dans le sol sans trop de soucis concernant le temps. Nous verrons comment vous pouvez utiliser des couvertures pour atténuer les conditions météorologiques, mais attraper essentiellement ces transplantations assez jeunes, et il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre dans le sol à travers le mien.
Et ensuite, comment transplanter? Il y a beaucoup à apprendre sur ce sujet et à bien le faire. C'est du bon sens. Les détails comme l'espacement et la profondeur de plantation se trouvent dans mon livre de compétences. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre. C'est parce que pour être vraiment clair, cela vous aide à réussir en faisant les choses de la meilleure façon. Et cela signifie des choses comme comment savez-vous quand une plante est prête? C'est quand les racines du module sont pas trop développées. Donc ici, nous avons ces pois. Et normalement, je dirais que je mets mes pois probablement environ 5 jours avant cela. Parce qu'une fois que j'arrive à ce stade, vous verrez si j'en sors un. Regardez ce nombre de racines-là assez phénoménal. Et cela signifie que le oups, désolé, en fait, c'est de la chance parce que c'est vraiment tenu ensemble par les racines. Mais les racines sont là depuis un moment sans pouvoir faire grand-chose. Et je ne les sépare pas vraiment à ce stade parce que je trouve qu'ils sortent tous de là, si cela vous arrive. Mais vous pouvez les mettre plus profondément car généralement, quand je transplante, je compte avoir toute la tige sous terre et cela signifie faire un trou assez profond. Un debeur à long manche est idéal pour ça. Il a un bon levier là. Allez aussi profondément que vous le souhaitez, mais comme c'est du compost non creusé sur le dessus, il est très facile de le faire. Il est doux de faire un trou profond, mettez-le dedans et c'est tout. Donc je pousse sur la mode de racines là. Je veux aider ces racines à s'assurer qu'elles ont un contact ferme avec le sol existant et le compost dans le lit. Et donc vos trous varieront un peu en profondeur. En termes d'espacement, vérifiez bien le livre. Nous avons aussi un module, un paquet d'informations utiles en ligne sur mon site web, comme vous pouvez trouver avec tous les espacements. À l'intérieur, ils peuvent être n'importe quoi entre ça et ça. Vous pouvez transplanter à différents stades, mais généralement, plus jeune c'est mieux. Faut-il les arroser? Eh bien, si je devais arroser ceci, je le ferais très doucement car ce sont de petites plantules. Une fine rose au bout de l'arrosoir convient donc. Juste quelque chose comme ça. Et souvent, il s'agit simplement d'aider à établir un contact entre la motte de racine et le sol et le compost du lit. D'habitude, j'arrose les plateaux avant de transplanter parce que de cette façon, vous savez que la motte de racine est bien saturée au moment où vous la mettez dans le lit. Durcissement. Avez-vous besoin de durcir? Eh bien, il est souvent recommandé de le faire. En fait, je ne le fais pas et tout pousse, mais l'utilisation des couvertures aide lors des premières plantations. En été, je transfère directement les plantes de la serre au sol, les conditions étant assez similaires. Mais à cette période de l'année, en mars, vos plants sont mis dans un sol frais. Je n'ai trouvé aucun avantage à couvrir avant de planter. C'est un travail de moins. Donc, vous mettez simplement vos plants dans un sol assez frais souvent, mais en mettant la couverture immédiatement, vous vous assurez que le moindre rayon de soleil, même par une journée grise comme aujourd'hui, réchauffe suffisamment le sol sous une telle couverture. Donc en mars, nous avons une lumière forte, mais pas beaucoup de température. Et c'est là que les couvertures prennent vraiment leur sens, parce que si vous pensez à l'équinoxe de mars, nous avons la même quantité de lumière solaire qu'à l'équinoxe de septembre. Beaucoup de lumière, mais pas beaucoup de température. La couverture réduit un peu la lumière, mais elle est chaude, ce qui plaît aux chats. Elle se couche souvent sur ces couvertures, et parfois elle fait même de petits trous. En laissant les plantes simplement dehors, elles ont subi des dommages, car c'était trop tôt. C'était un essai de ma part. Normalement, à la mi-mars, près de la plantation, lorsque cette couverture est dessus et suffisamment sèche, elle n'est pas constamment mouillée. Cela retient la chaleur près des feuilles où elle est la plus utile. Donc c'est de la polaire? Environ 30 000 par mètre carré, un peu plus d'une once par yard carré. Vous pouvez le trouver en grade plus léger, mais n'allez pas trop léger car alors il se fragmente et s'envole. Donc vous voulez un assez épais mais pas trop épais serait idéal. Ensuite, vous pourriez le mettre sur des cerceaux. Je ne le fais généralement pas en mars et en avril à cause du vent. Quand une couverture est sur des cerceaux, surtout en polaire, le vent peut passer dessous et la faire voler quand elle est au sol. Si vous êtes dans un endroit venteux, gardez-le bas pour éviter qu'il ne s'envole. Des pierres assez lourdes, je dirais que ce sont des briques bien lourdes comme ça. En fait, c'est vraiment bien, tous les mètres environ le long du côté. Il existe différents types de couvertures que nous allons examiner maintenant. Quand nous n'utilisons pas les 4 couvertures, je les boucle sur des motifs comme ça, les maintenant hors du sol et à l'abri des souris
qui pourraient y faire leur nid. Voici les différentes couvertures que je peux vous présenter. Je viens de parler de la polaire et c'est une qualité plus fine. Vous pouvez voir ma main à travers. C'est celle que je préfère, 25 grammes par mètre carré, mais c'est très difficile à trouver pour une raison quelconque. Si vous le trouvez, je le recommande vivement. Le 30 est un peu plus épais et opaque. Et puis, la prochaine qualité supérieure à la polaire, en termes de sorte de résistance, est ce matériau appelé thermocrope. Vous pouvez voir que c'est une sorte de tissu tissé, donc il est plus résistant. Il ne se déchire pas si facilement. Et oui, il a quelques trous, donc il n'est pas aussi efficace contre les insectes que le maillage. Cela est parfois appelé enviromèche, qui semble être plus un nom commercial. C'est un maillage tissé, j'en ai 2 pièces ici. Donc ce sont de très petits carrés de fil de nylon et ces trous sont juste d'1 ou 2 mm. La plupart des insectes ne peuvent pas entrer, offrant une excellente protection. Nous en avons quelques-uns. De la roquette sauvage actuellement contre le charançon. Et parce que le maillage est un peu plus lourd que la polaire, j'ai tendance à mettre des cerceaux dans le sol pour soutenir son poids, particulièrement à cette époque de l'année, au début du printemps. Alors que la polaire, nous ne faisons pas cela aussi souvent à cause de son décollement. Enfin, il existe un 4e type de couverture qui ne sert pas à réchauffer, mais simplement à éloigner les nuisibles. Car le maillage apporte un peu de chaleur. Celui-ci ne le fait pas, mais c'est juste à propos. C'est principalement un filet à oiseaux avec des 12 mm, soit un demi-pouce. En mars, vous remarquerez de nombreuses nouvelles mauvaises herbes qui apparaissent, ou des semis existants qui deviennent soudainement très grands. Je était juste en train de désherber parmi du seigle ici, que je cultive en fait pour le grain. Et cela ne prend pas longtemps. Quand le sol est doux après le gel de l'hiver, souvent, surtout sans creuser, on peut facilement arracher les mauvaises herbes avant qu'elles ne deviennent trop grandes. Et vous savez, j'ai arraché un dock ici. Il avait une longue racine, mais c'est bien retiré. Pour le bouton d'or avec ses racines rampantes tenaces, il est plus facile de les attraper avant qu'elles ne deviennent trop grosses, sans même avoir besoin d'une truelle. Donc vous savez, vous pouvez désherber quand les mauvaises herbes sont petites, rapidement et facilement. Et c'est vraiment un bon travail pour mars avec les mauvaises herbes. Restez en avance, soyez au-dessus d'eux, ne les laissez pas prendre le dessus sur vous. Il est encore possible en mars de créer de nouveaux lits sans creuser, comme ici où nous mettons du compost sur le dessus sans aucun carton sur les mauvaises herbes existantes, que vous pouvez maintenant voir pousser à travers. C'est pourquoi, dans ce cas, j'ai du plastique noir sur le dessus. C'est une façon de faire des lits sans creuser, si vous avez beaucoup de mauvaises herbes à étouffer, tout en continuant à planter des courges, ici, vers la fin de mai. Vous pouvez aussi planter des pommes de terre à travers un trou dans le plastique. Mais le plus important, le principe clé du non-creusement, c'est que si vous avez des mauvaises herbes vivaces, fortes comme les pissenlits, les boutons d'or, les docks, peut-être les orties, le liseron, il vous faut une stratégie comme quelque chose sur le dessus pour les étouffer, les empêcher de trouver de la lumière, et puis les racines dans le sol mourront. Ou si nous mettons du carton épais de qualité avec du compost par-dessus, il n'y aurait pas encore ces mauvaises herbes ici. Ils pourraient venir plus tard et vous devriez alors les arracher. Il y a maintenant de belles récoltes que nous pouvons prendre, et en particulier les plantes hivernées, car elles ont un système racinaire fort de l'automne dernier, elles poussent fortement, comme les épinards ici. Et puis j'ai aussi du chou de printemps que nous avons mis en dernier automne, et des oignons de printemps, des oignons de salade. Et ce que je fais et que j'ai fait ici comme... la semaine dernière, nous avons cueilli pas mal de feuilles pour la salade. En fait, ces épinards, de vrais épinards comme ça, sont magnifiques crus, et c'est ainsi que j'aime les manger à cette période de l'année. Quelle nourriture saine en mars au début du printemps, l'hiver après l'hiver. Alors le goût est assez doux à cause du temps froid, et ce que je fais, c'est cueillir les bonnes feuilles. Et puis cela mène à, en particulier les limaces, que vous pouvez souvent trouver cachées sous ces feuilles vieillissantes au fond. Un travail de rangement vaut vraiment la peine, ça c'est ce que j'aime faire de toute façon, car cela réduit l'habitat des limaces. Mais en faisant cela, vous trouverez souvent des limaces et des escargots. Et ce sont peut-être l'un des plus gros problèmes potentiels à cette période de l'année, les nouvelles plantations et tout le reste. C'est donc là qu'il est vraiment utile d'avoir un habitat minimum pour les limaces, pas de côté en bois pour vos lits, si vous le pouvez. Et le paillis de compost, réduisez simplement les cachettes, gardez le jardin vraiment propre.
Un autre travail pour début mars en particulier, si vous aviez beaucoup de mauvaises herbes comme j'en avais ici, c'était de belles fleurs sauvages autour du nouvel étang il y a 2 ans. Et nous les avons coupées, les laissant repousser. Mais la plupart de la repousse était de l'herbe et des boutons d'or, quelques pissenlits. Donc depuis novembre, nous avons mis du plastique noir dessus. En 3 mois et demi, cela a fait un excellent travail de neutralisation. Cela n'a pas éliminé tous les boutons d'or et les pissenlits. Ils reviendront, mais beaucoup plus faibles. Alors ce que je peux faire maintenant, c'est semer quelques graines. Il y aura donc ici beaucoup de graines de fleurs sauvages et elles viennent de tomber. C'est incroyable comment ils reviennent des plantes qui étaient déjà là. Je vais juste en disperser quelques-unes de plus pour donner plus de chance. Et c'est une très bonne chose à faire, disons début mars, parce que vous leur donnerez plus de temps pour rencontrer l'humidité. Le temps sera sec en mars, gardez cela à l'esprit. Et avec des plantations précoces, vous avez plus de chances de ne pas avoir besoin de beaucoup arroser. Je ne veux pas être ici à faire de l'entretien en continu. Il s'agit donc de tout régler et nous verrons ce qui se passera en mai et juin.